Michel Petit vit dans une petite ville côtière de la côte ouest de la France et gagne sa vie comme pêcheur à la journée. Chaque matin, avant de se rendre au port, il regarde la photo défraîchie de son père en uniforme. Le sentiment de vide qu'il habite l'accompagne partout où il va. Un mardi matin de tempête, Michel aperçoit un homme qui se débat dans les vagues. Sans hésiter, il se jeta à l'eau. En ramenant l'homme vers le rivage, il remarqua un tatouage distinctif de la commando marine sur son épaule. L'homme murmura « Merci » avant de s'évanouir. Michel ne savait pas que ce simple acte de sauvetage allait révéler les secrets que son père avait emportés dans la tombe. Bonjour à tous, bienvenue sur Glynbox. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire impressionnante. Michel Petit n'a presque rien hérité de son père, à part le bateau de pêche qu'il lui a légué. Son père est mort quand Michel avait 12 ans, ne laissant derrière lui que des coffres verrouillés et des questions sans réponse. À 32 ans, Michel organisait des sorties de pêche pour les touristes et les habitants du village continuaient de chuchoter sur le passé mystérieux de son père. Il avait baptisé son bateau Éléonore, du prénom de sa mère. Mais le bateau avait besoin d'être entretenu en permanence. Michel arrivait à peine à payer les frais, mais il n'avait pas l'intention de le vendre. C'était la seule chose qui lui restait de son père. Certaines nuits, au lieu de rentrer dans son appartement vide, il dormait dans la petite cabine du bateau. Le passé militaire de son père était encore entouré de mystères. Son père ne parlait jamais de ses années dans la marine française. Quand Michel lui posait des questions, il se contentait de lui caresser les cheveux et de lui dire « Certaines histoires ne se racontent pas, mon fils ». Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Michel pendant 20 ans. Les habitants du village avaient beaucoup de respect pour Michel. C'était lui qui se précipitait pour porter secours dès qu'une tempête était annoncée. Il mettait en sécurité les bateaux des pêcheurs qui ne pouvaient rentrer à temps. Chaque été, il donnait des cours de natation gratuits aux enfants du village. Il faisait également les courses de Madame Hannigan, une veuve dont le mari avait servi avec son père. Ce mardi-là avait commencé comme tous les autres jours. Michel avait annulé sa sortie en mer en raison de la tempête qui approchait. Alors qu'il amarrait Éléonore au quai, des nuages noirs commençaient à s'amonceler à l'horizon. Le vent s'était intensifié et les vagues, transformées en géants écumeux, se brisaient contre les murs du port. À ce moment-là, un cri à l'aide, couvrant le bruit du vent mais clairement audible, retentit. Michel scruta la mer agitée et aperçut une tête qui se débattait parmi les vagues, à environ 50 mètres du rivage. Sans hésiter, il ôta sa veste et se jeta à l'eau. L'eau froide lui transperça le corps comme un couteau, mais ses années d'expérience en natation lui donnèrent des forces. À coups de bras puissants, il progressa en luttant contre le courant et s'approcha de l'homme qui se noyait. Lorsque Michel l'atteignit, l'homme était sur le point de couler. Il le saisit par sa chemise et le tira vers la surface. L'homme respirait avec difficulté, les yeux écarquillés de peur. Il avait environ 60 ans, le visage buriné, les cheveux courts et gris. « Je vous ai attrapé !» cria Michel en couvrant le bruit du vent. « Restez calme, restez à la surface. » Le retour vers la côte sembla durer une éternité. L'homme était sans force et devenait de plus en plus lourd. Lorsqu'ils atteignirent enfin les eaux peu profondes, Michel le tira sur le sable et s'effondra de fatigue. C'est alors qu'il remarqua le tatouage. Sur l'épaule droite de l'homme, sous sa chemise déchirée, on pouvait voir un aigle et un trident. Michel le reconnut immédiatement. C'était l'emblème des commandos de la marine française. L'homme cracha l'eau de mer et murmura « Merci mon garçon ». Puis ses yeux se fermèrent et il perdit connaissance. Michel appela immédiatement une ambulance. Alors que l'inconnu était installé sur la civière, un petit morceau de métal tomba de sa poche. Michel se baissa pour le ramasser. Cela ressemblait exactement à la médaille que son père avait gardée pendant des années. Avant qu'il ait eu le temps de l'examiner de plus près, un ambulancier l'interpella. « Il veut vous voir !» L'homme serra la main de Michel. « Comment tu t'appelles, fiston ?» « Michel Petit. » Les yeux de l'homme s'entr'ouvrirent légèrement. « Petit ? Du port de Saint-Malo ?»« Oui, monsieur. » L'homme regarda attentivement le visage de Michel et murmura « Poséidon sait ». Puis il s'évanouit à nouveau. Michel essaya de suivre l'ambulance, mais le personnel hospitalier ne le laissa pas entrer. « Seule la famille peut entrer », lui dirent-ils. Même s'il affirma connaître le nom de l'homme, l'infirmière se contenta de hausser les épaules. « Ne vous inquiétez pas, il est en sécurité.
Revenez demain, lui dit-elle. Cette nuit-là, Michel ne ferma pas l'œil. Il tournait et retournait dans sa main le jeton de défi. Il était identique à celui de son père. Mais pourquoi cet homme avait-il prononcé le nom Poséidon? Et pourquoi connaissait-il son nom de famille Petit? Michel retourna à son bateau ce soir-là. Il avait dans sa poche une médaille lourde. Michel sortit la vieille boîte en métal où son père gardait ses affaires. À l'intérieur se trouvait la même médaille, quelques décorations et une photo défraîchie représentant 6 hommes en uniforme de marin sur le pont d'un sous-marin. Il prit le médaillon de son père et le compara à celui de l'inconnu. Ils étaient identiques, avec le même blason sur les bords et l'inscription « Unité spéciale Poséidon ». Michel n'avait jamais entendu parler de cette unité dans toutes ses recherches sur les commandos de la marine française. « Que faisais-tu, papa » murmura-t-il dans la cabine vide. Il ne dormit pas de la nuit. Il se tourna et se retourna dans son lit superposé, rêvant de sous-marins et d'hommes se noyant. Comme d'habitude, il se réveilla avant l'aube. Il se fit du café dans la petite cuisine. Lorsqu'il monta sur le pont, le port était silencieux. Le brouillard recouvrait la mer. On ne voyait pas à plus de 20 mètres. Michel but une gorgée de café et regarda le ciel s'éclairer lentement. Le silence fut rompu par un grondement, un bruit mécanique provenant de loin. Michel posa sa tasse et regarda dans le brouillard. Le bruit se rapprochait. Soudain, l'eau se mit à bouillonner juste devant le quai. Michel recula d'un pas en voyant une forme noire gigantesque émerger de l'eau. De l'eau s'écoulait sur les côtés de la coque. Un sous-marin, mais pas un sous-marin ordinaire. Un sous-marin nucléaire d'attaque français de classe Barracuda, l'Éléonore, faisait surface à seulement 15 mètres de là. Michel était sous le choc, ses mains tremblaient. Le couvercle du poste de commandement s'ouvrit. Une silhouette apparut et descendit sur le pont avant. Puis un petit Zodiac fut mis à l'eau. 3 marins en uniforme montèrent à bord et se dirigèrent vers le quai où se trouvait Michel. Michel resta où il était, essayant de comprendre ce qui se passait. Lorsque le Zodiac heurta légèrement le quai, les 3 hommes montèrent à bord. Un officier de grande taille, portant l'insigne de commandant sur son uniforme, s'approcha de Michel. « Michel Petit ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Michel. « Commandant Jacques Harrington, marine française. Nous devons vous parler du commandant Richard Valois. »« L'homme que j'ai sauvé hier ?»« Oui, c'est lui. Il souhaite vous voir. » Le commandant désigna le sous-marin. « Voulez-vous nous accompagner ?» Michel hésita. « Pourquoi? Que se passe-t-il » Le commandant Harrington adopta un ton plus doux. « Il s'agit de votre père, le sergent-chef David Petit. Le commandant Valois estime que vous avez désormais le droit de connaître la vérité. »« Quelle vérité ?» demanda Michel d'une voix tremblante. « La vérité sur l'opération Poséidon et les services que votre père a réellement rendus à son pays. » Le commandant Harrington regarda la médaille que Michel tenait toujours dans sa main. « Et pourquoi la médaille que vous tenez dans votre main est l'une des 12 seules existantes au monde ?» Michel regarda la médaille, le sous-marin, puis le commandant. « J'ai besoin de 5 minutes pour me préparer, » dit-il. Son esprit tournait à toute vitesse tandis qu'il retournait dans sa cabine. Il enfila des vêtements propres, prit la boîte contenant les affaires de son père et jeta un dernier coup d'œil à la photo de celui-ci. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il revint sur le quai. Le trajet jusqu'au sous-marin était court, mais c'était comme passer dans un autre monde. En s'approchant du navire, Michel aperçut son nom peint sur la coque. F.S. Poséidon. Mettre le pied dans le sous-marin défiait les limites de la réalité. Alors qu'il suivait le commandant Harrington, l'équipage s'écarta silencieusement pour le saluer. En passant par les couloirs étroits, les parois métalliques vibraient au son des machines. En franchissant une porte, le commandant lui dit « Baisse la tête ». Ils entrèrent dans une petite infirmerie. Le commandant Valois était allongé, un sérum dans le bras. Il avait meilleure mine que la veille, mais était encore pâle. En voyant Michel, il tenta de se redresser. « Calmez-vous, Richard », lui dit le médecin qui se tenait à côté. « Je vais bien, docteur », répondit Valois en écartant le médecin d'un léger geste de la main. Puis il se tourna vers Michel. « Tu ressembles beaucoup à ton père. » Michel posa la boîte de son père sur une petite table. « Vous le connaissiez ?»« Si je le connaissais, » sourit le capitaine Valois. « David Petit était mon homme de confiance pendant 7 ans. C'était le meilleur plongeur avec lequel j'ai jamais travaillé. » Le commandant Harrington tira 2 chaises pour Michel et lui-même. « Capitaine Valois, votre père était commandant d'une unité spéciale de commando marin.
Michel posa les 2 médailles sur la table. L'équipe Poséidon? Valois acquiesça. C'était une unité très secrète qui n'apparaissait pas dans les registres officiels. 12 hommes, la crème de la crème. Ils avaient été sélectionnés pour accomplir des missions que personne d'autre ne pouvait mener à bien. « Quel genre de mission ?» demanda Michel. Le capitaine Valois jeta un bref coup d'œil au commandant Harrington. Pendant la guerre froide, des opérations secrètes menées avec le premier FS Poséidon, le précurseur de ce sous-marin. Des missions silencieuses, profondes et risquées. Michel secoua la tête. « Mon père m'avait dit qu'il était un simple marin. Il n'a jamais laissé entendre qu'il était un SEAL. » « Il ne pouvait pas le dire, dit Valois. Nos missions étaient top secrètes. Ton père a signé des accords de confidentialité pour 50 ans. Et ce serment expire le mois prochain. » Le commandant Harrington acquiesça d'un signe de tête. Le capitaine Valois tendit un verre d'eau à Michel. Sa main tremblait légèrement. « Je me suis installé dans cette région il y a 15 ans, après avoir pris ma retraite. Jusqu'à hier, je ne savais pas que le fils de David était ici. »« Que s'est-il passé en mer ?» demanda Michel. « Le bateau a chaviré pendant la tempête. À mon âge, il était impossible de lutter contre le courant. » Il regarda Michel attentivement. « Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai appelé ici. » Le commandant Valois fit signe au commandant Harrington. Ce dernier sortit de son sac un dossier portant la mention « Confidential levé » déclassifié. « Votre père m'a sauvé la vie en 1982 au large des côtes nord-coréennes, » dit Valois. « Notre mission avait mal tourné. Nous étions sous le feu. David m'a porté sur son épaule pendant 2000 dans une eau glaciale, malgré une balle dans l'épaule. » En écoutant ces mots, Michel avait du mal à associer cette histoire héroïque à son père silencieux qui lui avait appris à pêcher. La marine lui a décerné la croix de la marine, mais cette récompense lui a été remise lors d'une cérémonie secrète. Il n'y a pas une seule ligne dans les documents publics. Le capitaine Valois tapota légèrement le dossier. Tout est là. Les missions, les distinctions, l'histoire complète de l'équipe Poséidon. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» demanda Michel. « Parce que je suis mourant, mon fils. J'ai un cancer. 6 mois, peut-être moins. » Le regard du capitaine Valois était clair et déterminé. « Avant de mourir, ton père m'a fait une promesse. Il m'a juré que je te dirais tout le moment venu. Il avait tout prévu. Il avait des problèmes cardiaques. Il savait que ses jours étaient comptés. » Valois prit la main de Michel. « Il y a autre chose que tu dois savoir. Ton père voulait que je te remette quelque chose lorsque le moment serait venu. » Le commandant Harrington s'inclina respectueusement et quitta la pièce, les laissant seuls. Le vieil homme sortit une petite clé de sous son oreiller. « Elle ouvre un coffre à la Banque nationale de Saint-Malo. Numéro du coffre, 4137. Ton père a fait ouvrir ce coffre avant de mourir, dit-il. » Michel prit la clé et la tourna dans sa main. « Pourquoi a-t-il gardé cela secret? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qui c'était? Ton père s'était fait de dangereux ennemis dans le cadre de ses fonctions, Michel. Des ennemis qui n'auraient pas hésité à s'en prendre à sa famille pour se venger. » Le capitaine Valois se redressa lentement. « Il t'a tenu à l'écart pour te protéger. » Michel revit des souvenirs de son enfance. Les appels téléphoniques mystérieux au milieu de la nuit. Les voyages imprévus de son père qui duraient des semaines. Les cicatrices inexpliquées. En 1989, nous avons eu une mission, poursuivit le capitaine Valois. Nous avons échoué à faire fuir une cible de très haut rang derrière le rideau de fer. Ton père était le chef de l'équipe. Nous avons perdu 3 hommes, dit le capitaine Valois. Mais nous avons ramené notre cible saine et sauve. Mais quel est le rapport avec moi? Demanda Michel. Ce fugitif a fourni des informations qui ont permis d'éviter une catastrophe nucléaire potentielle. En signe de gratitude, le gouvernement a créé une fondation secrète pour les familles de l'équipe Poséidon. Le capitaine Valois marqua une courte pause. Et la part de ton père, ainsi qu'une autre chose qu'il souhaitait te remettre, se trouve dans ce coffre-fort. Michel se renversa en arrière, stupéfait. Je me fiche de l'argent. Je veux juste savoir qui il était vraiment. Alors lis ça, dit Valois en lui tendant le dossier déclassifié. Il contient les rapports de mission de ton père. De sa propre main. Il accordait une grande importance aux détails. Michel ouvrit le dossier. La première page contenait un rapport de mission daté de juin 1980. L'écriture soignée et familière de son père attira immédiatement son attention. « Il y a autre chose que tu dois savoir, dit le capitaine Valois,
Éléonore n'était pas le prénom de ta mère. Michel leva la tête. Que voulez-vous dire? Ton père disait toujours Éléonore. C'était le nom du sous-marin qui nous a sauvés lors de notre première mission. Nous étions bloqués derrière les lignes ennemies et ce sous-marin nous a sauvés. Le capitaine Valois sourit en se remémorant ce souvenir. Ton père avait juré que s'il avait un jour son propre bateau, il l'appellerait Éléonore. Michel pensa au bateau qu'il entretenait avec tant de peine depuis des années. Soudain, le bateau devint un symbole silencieux mais profond de son lien avec son père. Ton père était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu, dit le capitaine Valois. Pas seulement à la guerre. Il lui a fallu encore plus de courage pour quitter son équipage et t'élever seul après la mort de ta mère. Michel répondit d'une voix basse. Il ne s'est jamais remarié. Il était fou de ta mère. Il disait « On n'a qu'une seule fois dans sa vie un amour comme celui-là ». Le capitaine Valois tendit la main vers la photo défraîchie dans la boîte. « Je peux voir ?» Michel lui tendit la photo qui représentait 6 hommes debout sur le pont d'un sous-marin. « L'équipe Poséidon, première plongée, dit Valois, la voix légèrement tremblante. C'est moi là. À côté de moi, c'est ton père. Les autres ?» Sa voix s'éteignit. « Il ne reste plus que moi maintenant. »« Qu'est-il arrivé aux autres ?» demanda Michel. « 2 d'entre eux ont perdu la vie en service. Les autres sont morts de vieillesse. Notre travail était très éprouvant physiquement. » Il rendit la photo à Michel. « Ton père était le meilleur d'entre nous. Il n'aurait pas dû mourir si jeune. » Michel ne pouvait pas parler, la gorge serrée, il se contenta de hocher la tête. « Quand tu seras prêt, le commandant Harrington t'emmènera à la banque, dit le capitaine Valois. Tu décideras alors de ce que tu veux faire, de ce que tu y trouveras. » À la Banque nationale de Saint-Malo, le directeur conduisit Michel dans un bureau privé. Sur le bureau se trouvait un coffre-fort. Le commandant Harrington se retire respectueusement près de la porte. Il laissa Michel seul. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dehors, » dit le directeur en sortant. Michel s'assit sur une chaise et introduisit la clé dans la serrure. Celle-ci s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur du coffre métallique se trouvaient plusieurs enveloppes, une petite boîte en bois et une lettre scellée de l'écriture de son père. Il ouvrit d'abord la lettre. « Cher Michel, commença-t-il, si tu lis cette lettre, c'est que Richard a tenu parole. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai caché. Je n'ai jamais voulu te dire la vérité, mais ta sécurité passait avant tout. » Michel s'interrompit. Il lui semblait entendre la voix de son père. « Dans la boîte en bois, tu trouveras la croix de la marine et mes autres médailles. Elles sont à toi désormais. Dans la grande enveloppe, tu trouveras les documents relatifs à la fondation créée pour les familles de l'équipe Poséidon. Ta part est suffisante pour rénover entièrement l'Éléonore ou acheter un nouveau bateau. À toi de choisir. » Michel ouvrit la boîte. Elle contenait plusieurs médailles, dont la croix de la marine, l'une des plus hautes distinctions militaires. En touchant les gravures du bout des doigts, il imagina son père recevant cette médaille lors d'une cérémonie secrète. Il poursuivit la lecture de la lettre. La petite enveloppe contient des coordonnées. Elles correspondent à un récif où l'équipe Poséidon s'entraînait à la plongée. C'est un endroit perdu au milieu de l'océan que très peu de gens connaissent. J'y ai passé les moments les plus heureux de ma vie avec mes compagnons d'armes. J'y ai dispersé les cendres de ta mère pour qu'elle repose en paix. Peut-être qu'un jour tu iras là-bas et que tu comprendras pourquoi la mer m'appelait si profondément. » Michel essuya ses larmes et ouvrit la petite enveloppe. Elle contenait une autre note. « On y pêche aussi très bien, mon fils. » Il sourit à travers ses larmes. « Je ne t'ai jamais parlé de mon travail parce que ces histoires n'étaient pas destinées à être racontées. Mais maintenant que tu sais tout, je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait en tant que commando de marine et en tant que père, c'était par amour pour mon pays, pour ta mère et surtout pour toi. Je suis fier que tu sois un homme comme toi, Michel. Vis bien, vis avec amour. Trouve ta voie dans la vie. » La lettre se terminait par un seul mot. Ton père. Michel rangea soigneusement tout dans la boîte, à l'exception des coordonnées et des documents officiels. Alors qu'il s'essuyait les yeux, le commandant Harrington s'approcha silencieusement. « Ton père était un homme extraordinaire, dit-il. Maintenant que ses missions ne sont plus classées « secret défense », la marine française souhaite honorer officiellement ses services. Si vous le souhaitez, nous prévoyons d'organiser une cérémonie le mois prochain. » Michel sourit légèrement. « Il n'aimait pas attirer l'attention, dit-il. Oui, c'est vrai,
répondit lentement le commandant Harrington. Mais il mérite amplement cette reconnaissance, même après sa mort. Dans ce cas, c'est un honneur pour moi, dit Michel. 3 semaines plus tard, Michel dirigea Éléonore vers les coordonnées indiquées dans la lettre de son père. Le bateau venait d'être restauré et brillait sous le soleil matinal. Le capitaine Valois était assis sur un siège sur le pont, une bouteille d'oxygène à ses côtés, mais ses yeux étaient vifs et pleins d'enthousiasme. « J'ai plongé ici au moins 10 fois avec ton père, dit-il. C'est l'un des plus beaux récifs de la côte ouest de la France. » Michel coupa le moteur et jeta l'ancre. « J'ai apporté le matériel de pêche, dit-il en souriant. Ton père disait toujours que tu étais un pêcheur né. Il disait même que tu étais meilleur que lui. Mais il ne te l'a jamais dit. » « Il n'était pas très bavard, répondit Michel, mais je sais qu'il était fier de toi. Je n'en doute pas un instant. » Pendant qu'il pêchait, le capitaine Valois raconta des anecdotes sur les missions de l'équipe Poséidon, les exploits de son père et ses souvenirs sous la mer. Michel eut l'impression de découvrir pour la première fois l'homme qu'il avait élevé. « Mon père était plein de secrets, dit Michel à voix basse. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Certains hommes se définissent par leurs secrets, dit le capitaine Valois. Mais ton père, il se définissait par ses actes. Il avait choisi de protéger ce qu'il avait de plus précieux. » Michel hocha la tête, les yeux fixés sur sa ligne qui bougeait dans l'eau. Le vide inexplicable qu'il avait ressenti pendant des années semblait désormais plus petit. Il n'avait pas complètement disparu, mais il avait laissé place à autre chose. La compréhension, la fierté et un lien fort. « Je crois que je vais commencer à emmener les anciens combattants pêcher, » dit Michel soudainement. « Gratuitement. » « Votre père aurait beaucoup aimé cela, » approuva Valois en souriant. « Il aurait adoré. » Éléonore continuait son service. Alors que le soleil se levait, Michel réalisa qu'il n'avait pas seulement trouvé des réponses à ses questions sur son père. Il avait également trouvé sa propre mission. Les liens qui nous définissent, tout comme les sous-marins, restent souvent sous l'eau, à l'abri des regards. Pour Michel Petit, un simple acte de sauvetage avait fait remonter à la surface la véritable vie de son père et combler le vide qu'il portait en lui depuis 20 ans. Parfois, les plus grands héros sont ceux dont on ne raconte pas l'histoire, ceux qui servent en silence et font des sacrifices sans être vus. Et parfois, il suffit d'un instant, d'un hasard, pour comprendre la profondeur de l'héritage que nous portons en nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à Glintbox pour en découvrir d'autres.